Le 12 février 2024, la France se réveille avec un choc. Un adolescent de 17 ans, prénommé Maxime Dufresne, est accusé d'avoir commis 6 meurtres dans la commune de Louvciennes, un petit village pittoresque à l'ouest de Paris, célèbre pour ses magnifiques parcs et ses maisons de charme. L'affaire, surnommée plus tard l'affaire Louvciennes, plonge le pays dans une stupeur collective, un mélange de peur et d'incompréhension. Comment un jeune homme, jusque-là décrit comme normal par ses proches et ses enseignants, a-t-il pu commettre de tels actes insoutenables? Les premières informations qui émergent de l'enquête sont terrifiantes. Les victimes, toutes membres d'une même famille, les Gagnon, ont été retrouvés dans leur maison, dans des circonstances horrifiantes. 6 corps sans vie, tous tués de manière brutale. Le père, la mère, les 3 enfants et la grand-mère, tous ont été retrouvés dans un état de défiguration avancée, signe d'une violence extrême et d'une méthode de mise à mort systématique. Mais, ce qui choque encore plus, c'est que le meurtrier présumé n'a pas cherché à fuir après les faits. Au contraire, il a été retrouvé calmement dans sa chambre, comme si de rien n'était, l'air absent, une hache à ses côtés. Maxime Dufresne n'était pas un adolescent ordinaire. Né dans une famille de classe moyenne, il avait grandi à Louvciennes et fréquentait le lycée voisin. Selon les témoignages de ses camarades de classe, Maxime était un jeune calme, souvent perçu comme un solitaire. Il n'était pas le genre d'adolescent à attirer l'attention, ni pour ses comportements extrêmes, ni pour ses résultats scolaires. Au contraire, il était décrit comme studieux, un peu en retrait, mais sans histoire. Cependant, derrière cette image de jeune homme ordinaire, il semble que se cachaient des tourments bien plus profonds. Selon des rapports qui ont été rendus publics après son arrestation, Maxime avait été suivi pendant plusieurs mois par un psychologue à la demande de ses parents. Ses angoisses existentielles, ses problèmes de communication et son incompréhension du monde qui l'entourait avaient laissé des traces, mais personne n'aurait pu prédire que ces troubles se traduiraient par un passage à l'acte aussi monstrueux. Les premières déclarations de Maxime après son arrestation n'ont fait qu'ajouter à l'horreur de l'affaire. Dans une confession glaçante, il explique qu'il n'a rien ressenti lorsqu'il a tué sa famille. Ces mots étaient choisis avec soin, son visage impassible. Il raconte, avec une froideur déconcertante, comment il a planifié minutieusement ses actes, choisissant ses armes et attendait le bon moment pour frapper. La raison? Il se sentait prisonnier d'une vie qu'il ne comprenait plus et n'arrivait pas à la fuir. L'annonce des meurtres secoue la France entière, et l'horreur de l'affaire Louvciennes dépasse rapidement les frontières du village. La presse française, qu'elle soit traditionnelle ou numérique, se déchire pour en savoir plus sur Maxime et sur les raisons qui ont pu pousser ce jeune homme à commettre un tel massacre. Certains journalistes pointent du doigt la société de consommation et ses effets dévastateurs sur la jeunesse, d'autres soulignent la responsabilité des parents, jugés trop absents ou trop permissifs. L'opinion publique est partagée. Pour certains, Maxime est un produit d'une société malade, poussé par une pression constante et une quête de sens qui écrase les individus les plus fragiles. Pour d'autres, il est le reflet d'une jeunesse déconnectée, victime de la violence des jeux vidéo, des réseaux sociaux et d'une normalisation de la brutalité dans les médias. Les débats s'intensifient, au fur et à mesure que l'enquête avance, les questions sur les causes profondes de ce drame deviennent de plus en plus pressantes. Les psychiatres et criminologues s'intéressent à son profil et à ses comportements avant le drame. Maxime n'était pas sans antécédents, bien que ses troubles aient toujours été jugés comme bénins. Cependant, il semblerait que plusieurs facteurs aient convergé pour le faire basculer dans l'irréversibilité de l'acte criminel. Un professeur de psychologie de l'Université de Paris a évoqué l'idée d'une trilogie de facteurs déclencheurs, à savoir une fragilité psychologique déjà présente, une déconnexion émotionnelle due à l'isolement social et un environnement familial potentiellement dysfonctionnel, bien que les témoignages de ses proches ne confirment pas cette hypothèse de manière évidente. Les enquêteurs, confrontés à une scène de crime aussi dérangeante, ont rapidement mis en place une reconstitution minutieuse des événements. Maxime a accepté de participer à cette reconstitution, bien qu'il ait maintenu une attitude glaciale tout au long du processus. L'objectif était de comprendre l'enchaînement des faits, de cerner les motivations qui auraient pu mener un jeune homme à exterminer sa propre famille. Lors de la reconstitution, Maxime a détaillé, sans émotion, chaque étape de son acte. Il a expliqué comment il s'était préparé en secret pendant des semaines, observant les horaires de ses parents et repérant les moments où ils étaient le plus vulnérables. Le meurtre s'était déroulé dans la nuit, quand tout le monde dormait. Maxime avait d'abord frappé sa mère et son père avec une hache, avant de s'attaquer aux enfants et à la grand-mère, qui se trouvaient chez eux pour une visite. Le plus dérangeant dans ses déclarations était son absence totale de regret. Il n'éprouvait aucune culpabilité, seulement une forme d'indifférence glaciale. Les policiers, abasourdis par son calme, ont tenté d'explorer plus en profondeur son état mental. Cependant, malgré plusieurs semaines d'interrogatoire,
Aucun élément concret n'a permis de déterminer si Maxime souffrait d'une maladie mentale grave. Il semble avoir commis les meurtres non pas sous l'emprise d'une folie passagère, mais dans un état d'esprit extrêmement calculateur, voire prémédité. L'affaire Louvcienne ne se contente pas d'être un drame familial, elle fait exploser les clivages dans la société française. La famille, le rôle des parents, la jeunesse en crise, le rapport à la violence. Tout est remis en question. Des associations de parents d'élèves s'insurgent contre ce qu'elles considèrent comme une démission de l'État face aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. De l'autre côté, certains psychologues insistent sur la nécessité d'une réforme du système éducatif et d'une meilleure prise en charge des enfants en souffrance psychologique. Les réseaux sociaux, en particulier, sont saturés de commentaires contradictoires, parfois empreints de haine, parfois de compassion. La figure de Maxime devient celle d'un monstre pour certains, d'un produit d'un système pour d'autres. Les autorités françaises, prises au piège d'un scandale aussi dévastateur, annoncent la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur les causes de l'augmentation des violences chez les jeunes. Mais au fond, tous se demandent comment un adolescent de 17 ans, apparemment ordinaire, a-t-il pu déchaîner une telle violence, un acte aussi inhumain, dans un endroit aussi tranquille et bourgeois que Louvcienne? L'issue de l'affaire Louvcienne reste incertaine. Maxime sera-t-il jugé pénalement responsable? Une question qui tourmente l'opinion publique. Les psychologues et experts psychiatriques auront-ils le dernier mot dans cette affaire, en expliquant que l'adolescent souffrait d'une pathologie qui l'a rendu insensible à la souffrance de ses victimes? Ou bien les juges mettront-ils en lumière une forme de manipulation calculée et froide, indiquant que le jeune homme n'était pas un simple produit du système, mais un criminel au sens plein du terme? Le verdict final, qui est attendu avec anxiété par la France entière, pourrait marquer un tournant dans la manière dont le pays aborde la violence chez les jeunes et la manière dont il traite la santé mentale. En attendant, l'affaire Louvcienne continue de hanter les esprits, comme un miroir brisé de la jeunesse française. Le procès de Maxime Dufresne a été un événement médiatique sans précédent. L'affaire Louvcienne, avec son mélange de violence inouïe et de complexité psychologique, a captivé la France entière. La salle d'audience était pleine à craquer lors des premières audiences, des journalistes, des familles, des psychologues, et des simples curieux venus pour assister à la confrontation entre la jeunesse en crise et la société qu'elle semble avoir rejetée. Maxime, qui avait jusque-là conservé une froideur glaciale, semblait, pour la première fois depuis les événements, être touché par la réalité de ce qui se passait autour de lui. Ses parents, bien que séparés, étaient présents à ses côtés, affichant des visages marqués par la douleur et le déni. La défense de Maxime, conduite par un avocat reconnu, Maître Jérôme Lemoine, a mis en avant un argument central, celui de la responsabilité atténuée en raison de troubles psychologiques. L'avocat a souligné les signes avant-coureurs qui, selon lui, étaient manifestes bien avant le drame. Maxime avait présenté des symptômes de dépression sévère et des tendances autodestructrices qu'il avait essayé de confier à ses proches et à ses enseignants, mais sans que personne ne comprenne la gravité de la situation. Il a insisté sur le fait que Maxime n'avait pas agi sous une impulsion de haine, mais plutôt dans un état d'esprit où la souffrance et la confusion intérieure l'avaient conduit à des actes irrationnels. Le jeune homme, selon sa défense, avait été perdu dans un tourbillon d'émotions qu'il ne savait plus comment gérer. Les experts psychiatriques ont été appelés à témoigner et leurs opinions ont divisé la salle d'audience. Le premier psychiatre, le docteur Gérard Moreau, a soutenu que Maxime souffrait d'un trouble de la personnalité borderline, caractérisé par des changements d'humeur extrêmes et une tendance à l'impulsivité. Selon lui, Maxime n'avait pas les capacités émotionnelles nécessaires pour comprendre l'ampleur de ses actes au moment du crime. Il a également évoqué une forme de dissociation durant les meurtres, où Maxime n'aurait pas perçu la violence qu'il infligeait à sa propre famille. D'autres experts ont pris une position différente. Le docteur Claire Dubois, spécialiste des jeunes criminels, a été plus catégorique. Elle a estimé que Maxime avait agi de manière préméditée et avait agi en toute connaissance de cause. Selon elle, la froideur avec laquelle il avait avoué les meurtres, son absence de remords, et la planification méthodique de ses actes montraient une personnalité calculatrice plutôt que le comportement d'un malade mental. Elle a évoqué l'idée que Maxime pourrait avoir développé une forme de désensibilisation émotionnelle due à une consommation excessive de contenus violents sur Internet et une immersion dans des jeux vidéo violents, mais que cela n'excusait en rien son acte. Les avocats de la défense ont également mis en lumière un autre facteur qu'ils estimaient essentiel, l'environnement familial et social de Maxime. En effet, bien que ses parents aient toujours été présents matériellement, plusieurs témoignages ont fait état d'une absence émotionnelle, d'une rupture dans la communication et d'une incapacité à comprendre les besoins affectifs du jeune homme. Ses parents, dépeints comme aimants mais distants, ne semblaient pas avoir décelé les signes de détresse chez leur fils, malgré les tensions internes croissantes au sein de leur foyer.
Une question importante a émergé lors du procès: à quel point la société était responsable dans la formation de cette jeunesse violente et perdue. De nombreux psychologues et sociologues sont intervenus, expliquant que Maxime était en quelque sorte l'expression d'une jeunesse abandonnée à sa solitude, déconnectée de toute véritable identité, noyée dans une mer de distractions numériques et de violences virtuelles qui se normalise de plus en plus. Pour certains, l'affaire Louvcienne était avant tout le symptôme d'une époque où les jeunes, isolés dans leur bulle numérique, sont de plus en plus vulnérables face à leurs propres démons. La presse a, quant à elle, pris une direction plus sensationnaliste. Les journaux à scandale ont largement relayé l'image d'un Maxime, monstre, froid et calculateur. Des détails sordides sur sa vie privée ont été dévoilés. Ses tentatives d'attirer l'attention de ses camarades par des comportements de plus en plus perturbants, ses prises de position radicales sur les réseaux sociaux, et ses fréquentations dans des forums douteux en ligne. Certains médias ont accusé les parents de l'avoir complètement négligé et d'avoir laissé leur fils s'enfoncer dans la spirale du mal-être sans intervenir. Le procès a atteint son paroxysme lorsque Maxime a pris la parole lors de sa dernière audition. En larmes, il a reconnu que tout ce qu'il avait fait était irréparable et que ses victimes, sa famille, ne méritaient pas une fin aussi tragique. Mais, en même temps, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait fait jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il a décrit un état de confusion, une sorte de vide intérieur qui l'avait poussé à éliminer les personnes qu'il était censé aimer. Il n'avait pas agi par haine, affirmait-il, mais par une forme de détachement émotionnel qui le rendait incapable de comprendre la gravité de ses actions. Les paroles de Maxime, prononcées avec une sincérité apparente, ont plongé le tribunal dans un silence lourd. La question du jugement moral s'est alors posée avec une acuité de plus en plus forte. Jusqu'où peut-on excuser un acte aussi monstrueux au nom de la santé mentale? À quel point la responsabilité individuelle d'un adolescent peut-elle être écartée en raison des facteurs externes qui l'ont conduit à un tel crime? Finalement, après des semaines d'audience, le tribunal a rendu son verdict. Maxime Dufresne a été reconnu coupable des meurtres de ses parents et de sa famille, mais sa peine a été partiellement atténuée en raison de ses troubles psychologiques. Il a été condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de soins obligatoires dans un établissement psychiatrique. Cette décision a provoqué des vagues de réactions en France, divisant profondément l'opinion publique. Certains ont estimé que Maxime méritait une peine plus sévère, tandis que d'autres ont salué la décision du tribunal, estimant que la prise en compte de ses troubles mentaux était nécessaire pour garantir qu'il puisse être soigné et réhabilité. Cette affaire a marqué un tournant dans le débat public sur la violence chez les jeunes et la responsabilité sociale. Les questions sur l'éducation, le rôle des parents, la place de la santé mentale dans la prévention des comportements extrêmes ont fait l'objet de nombreuses discussions. Maxime Dufresne, devenu un symbole de la fracture de la jeunesse moderne, a laissé un héritage complexe, fait de culpabilité, de souffrance et de questionnement sur le monde qu'il a vu naître. L'affaire Louvcienne restera à jamais gravée dans l'histoire criminelle de la France comme un drame inexplicable, dont les répercussions se feront sentir bien au-delà des salles d'audience.